Je me demande si tout est vraiment très premier degré autour de ces personnages ou s'il y a quand même un certain recul critique justement sur cet aspect un peu petit bourgeois, gens qui pensent qu'ils sont en train de faire des trucs super importants. Alors... Valeurs sentimentales a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes de cette année. On retrouve Renate Reinsve, qui était un peu la révélation de Julien Douche-Chapitre, qui là dans ce film joue la fille d'un grand réalisateur joué par Stellan Skarsgård, père avec lequel elle a une relation assez difficile. Elle a aussi une sœur, et le film, on va dire, va faire un peu le portrait de ce drame qui continue à les ronger, et notamment en s'attachant à la maison familiale dans laquelle les filles ont grandi, sachant que donc le père, qui est réalisateur, propose au début du film un film à sa fille en tant qu'actrice, puisqu'elle est actrice, et elle refuse, donc il va essayer de faire le film avec une actrice américaine qui sera jouée par Elle Fanning, et voilà, autour d'un peu de ce projet de film, on va dire, la relation va se raviver, et voilà, on va simplement exorciser les fautes passées. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui est à peu près dans la lignée en tout cas du précédent film de Trier, à la fois dans les visages qu'on y croise, son identité visuelle, et aussi un peu dans cette idée de faire un portrait sentimental, quoi, autour d'une jeune femme, mais aussi là, de sa famille. Est-ce que vous aviez plutôt aimé Julien Douche-Chapitre, et est-ce que ce film-là vous a paru du même acabit ? Alors moi j'ai plutôt de la sympathie pour Julien Douche-Chapitre. À l'époque où je l'ai vu, du coup c'était sorti il y a 4-5 ans. Je sais pas si aujourd'hui ce sera la même chose, mais en tout cas j'ai plutôt de la sympathie pour le film à l'époque. Et j'avoue que je suis pas du tout convaincu par ce valeur sentimentale. Voilà, je trouve que c'est vraiment un film de festival en fait, dans ce que ça a de plus insupportable à regarder, c'est-à-dire ça se veut grand film, ça se veut grande œuvre, et ça l'est jamais, parce que du coup il y a jamais c'est jamais organique en fait. T'as toujours l'impression que c'est pour te montrer ce que c'est un grand film, une grande œuvre d'art, et ça parle que de ça dans le film. En plus il y a un côté un peu méta là-dedans, mais ouais, j'avoue pas du tout convaincu par cette nouvelle proposition de Trier. Moi j'aime moi j'ai pareil, enfin j'ai pas revu Julien Douche-Chapitre depuis sa projection à Cannes l'année où il y était, où j'avais beaucoup aimé. Pareil, je sais pas si ce serait la même chose aujourd'hui, parce que forcément les goûts évoluent un peu, mais j'en garde plutôt un bon souvenir. Et là, je trouve que c'est dans la même lignée, mais où, en fait, il prend tout ce qui pouvait commencer à irriter dans Julien Douche-Chapitre, et il le pousse au max. Et du coup, ça donne un film qui est très irritant, quoi. Et je partais plutôt avec de la bonne volonté, hein, parce que du coup, j'aime aussi beaucoup ce qu'a fait Trier avant, Julien Douche-Chapitre. Donc je me disais, bah, voilà, c'est un auteur que j'aime bien suivre malgré tout. Et en fait, plus le film avançait et plus ça me faisait rouler des yeux en mode bon, on voit effectivement où il veut en venir sur, comme Nico dit, un peu ce portrait très tout est millimétré, académique, mais du coup un peu lisse, quoi. Mais il y a l'idée que le film est globalement composé de face à face. Ouais. Qui sont à peu près tout le temps deux personnages qui vont se faire face et aborder une facette de ce trauma familial d'une manière ou d'une autre, et presque de manière assez mécanique, systématique. La plupart des scènes vont se terminer dans les larmes de l'un ou des deux, en fonction. Et voilà, le film est comme ça, dans une espèce de recherche, on va dire, un peu de l'effusion, qui passe notamment par qui fait que le film va concentrer beaucoup de son attention sur les comédiens et les comédiennes, qui est d'ailleurs pas, qui sont tous et toutes plutôt des acteurs et des actrices de talent, mais dont on sent que là ils sont principalement amenés à faire appel à vraiment cette espèce de un peu de fragilité. En plus il y a cette espèce de mise en abîme où ils jouent eux-mêmes des acteurs pour une partie d'entre eux, donc ils vont être amenés
laisser les émotions les envahir, et tout le film avance comme ça, avec en plus cette idée assez étonnante des écrans noirs qui vont un peu jalonner le film, et un peu isoler chaque séquence, et qui je trouve dans l'ensemble donne un peu une impression un peu bizarre, comme si chaque séquence était là pour délivrer sa dose de pathos, et une fois que c'est fini, hop, séquence suivante, dès que cette scène-là est arrivée un peu à ébullition, on passe à la suivante, et le film avance comme ça, de manière finalement assez mécanique, vers, on le suppose, une forme de résolution, en tout cas, de ces difficultés, quoi. Le film bégaye en fait, je trouve qu'en termes de rythme du coup le film est un peu bégaye, parce que du coup en fait vu que c'est qu'un assemblement de scènes et pas forcément une sorte de fil continu un peu sur ces personnages, ça donne un film qui est compliqué presque à regarder en fait dans ce truc. C'est plein de petites scènes, presque des mini épisodes séparés. Je trouve ça assez étrange la façon dont c'est rythmé comme film, un peu comme Alpha d'ailleurs. Et en même temps, on a un peu l'impression, et je trouve que c'est ce qui rend le truc irritant, justement d'être dans le film à thèse un peu, où du coup, chaque truc de mise en scène veut dire un truc, donc voilà, ces écrans noirs veulent dire un truc, on comprend, et puis à un moment, forcément, on va avoir la séquence bergmanienne qui devait arriver, parce que tout le film, il y a un peu cette comparaison qu'il veut créer, je pense, avec Bergman, et où du coup, voilà, il y a cette séquence un peu mystique sur des visages en noir et blanc, là, et du coup, c'est hyper irritant, parce qu'on a l'impression qu'il veut faire de la démonstration, quoi. De la démonstration de comment, par la mise en scène, je peux raconter des trucs, mais du coup, c'est hyper... Enfin, je sais pas, beaucoup trop criard, quoi. C'est dévitalisé un peu, je trouve, presque comme film, du coup. Mais d'ailleurs, Renato Reinsve jouait dans... La conversation, non, la convocation, qui était le film du petit-fils de Bergman. Que je n'ai pas vu. C'était très mauvais. Caméra Nord, je crois, l'an dernier, ou l'année d'avant, je sais plus. Mais effectivement, on va dire que y a un côté extrêmement maîtrisé un petit peu dans cette approche du cinéma. Alors, à la fois, c'est un peu amusant, puisqu'il y a le plan le plus ambitieux du film est en fait un plan de film dans le film qui est... Disons que la séquence des mains, on ne sait pas qu'on est devant un film dans le film, mais on le comprend assez vite, qui est un plan du coup d'un film tourné par le père, une espèce de plan depuis un train dans un film sur la Seconde Guerre mondiale, assez ambitieux, un plan séquence, etc., qui va se dont on va retrouver un peu un exemple à la toute fin du film, à nouveau sur un tournage. Et ce qui est amusant, c'est que d'une certaine manière, effectivement, Trier n'est pas aussi démonstratif que ce cinéaste, dont on sent qu'il a une idée un peu mastoc, quoi, de ce que doit être le cinéma, un peu des grandes images, etc., des plans très chocs, impactants, mais en même temps, finalement, Trier poursuit un peu le même objectif avec la direction d'acteur que ce réalisateur fictif avec ses plans, c'est-à-dire essayer d'impressionner le spectateur par une forme de virtuosité dans la façon d'amener un peu tous les comédiens à transmettre une émotion particulièrement exaltée. Donc il y a ce petit jeu un petit peu étonnant. Il y en a un autre, pour commencer à mettre un peu les pieds dans le plat, qui est que à un moment, ce vieux réalisateur dit que aujourd'hui toutes les fictions qu'il voit sont des films petits bourgeois. Ouais. Ce qui pose la question de l'autocritique, ou du moins du diagnostic que Trier porte à son propre cinéma. Est-ce que vous diriez que c'est un film un peu petit bourgeois ? Ah bah oui, dans les relations de ce père avec ses deux filles, leurs problèmes, du coup, parce que comme tu as dit, le point d'intrigue, un des points de départ de l'intrigue, c'est le fait que cette maison doit être vendue. Enfin, qu'est-ce qu'il advient de la maison, du coup, de ses souvenirs de ça, et que du coup, c'est ce petit problème entre eux. Il y a une forme de bourgeoisie là-dedans, de petits traités, un petit peu les petits soucis familiaux. La petite fille qui a des problèmes avec son papa, faut régler ça. Je trouve ça, qui est actrice pour faire plaisir à papa, mais en même temps, qui n'arrive pas à faire plaisir à papa. Mais en même temps, il y a ce truc où elle fait du théâtre, alors que lui dit qu'il ne fait que lire du Tchekhov. D'ailleurs, il y a une forme aussi de Tchekhov là-dedans, presque la cerisée, dans la façon de faire devenir la bourgeoisie avec ses petits problèmes familiaux. Mais donc oui, il fait que lire du théâtre, il ne le regarde pas. Il méprise aussi les séries de télé qu'elle fait, alors que lui, apparemment, fait du grand cinéma d'auteur et tout. Donc oui, c'est vraiment qu'une forme de petite bourgeoisie de Trier, mais comme ce que tu disais aussi, en fait, c'était déjà la part la plus énervante de Julie en 12 chapitres.
mais qui était à peu près masqué par, je trouve, Renate Reinsve, le fait que le personnage était une forme de liberté un petit peu, donc du coup c'était ce qui marchait le mieux. Alors que là, en fait, tout est tellement cloisonné, que ce soit cette maison, les relations familiales, que ça marche beaucoup moins bien, quoi. C'est vrai que ce qui est assez amusant, c'est que finalement les deux films prennent comme point de départ ou objet un sentiment particulièrement lié à celui d'une classe bourgeoise, puisque finalement Julie en 12 chapitres, c'est le portrait d'une femme un peu oisive qui ne sait pas quoi faire en fait de son temps, qui a un peu toutes les possibilités, qui d'une scène à l'autre devient photographe, change de métier, etc. avec une grande facilité. Et là, il y a cette idée de la maison qui est pas une mauvaise idée du tout, de dire on incarne dans un seul décor un petit peu tout le poids des traumas familiaux. Il y a eu la grand-mère du personnage principal s'est suicidée dans une des pièces, etc. Donc il y a cette idée que à travers les murs, toute une lignée vit en fait, qui est d'ailleurs explorée dans une scène que je trouve plutôt habile, qui est une des scènes plutôt au début du film où la caméra se balade un peu dans la maison et on saute un peu en avance chronologiquement dans les différentes périodes. Maintenant, c'est vrai que ça pose aussi un peu comme postulat que ce qui nous intéresse, ce sont les personnages qui habitent cette maison et que tout le reste est un petit peu immatériel. Et finalement, la seule autre qui va entrer dans cette maison, c'est Rachel Kemp, l'actrice, donc Elle Fanning, et qui, au bout d'un moment, va finir par prendre la porte de sortie, quoi. Et le film, vraiment, de dire, l'extérieur, peu importe, ce qui compte, c'est notre foyer, le rétablissement, on pourrait dire, de notre unité familiale. Et d'ailleurs... j'aime pas trop la façon dont le film hiérarchise, on pourrait dire, un petit peu les personnages, puisque, excepté les 4 principaux, les autres sont un peu réduits à des silhouettes. Je pense typiquement au mari de la sœur du personnage de Renate Reinsve, qui est vraiment une espèce de silhouette un peu de beauf qui regarde le foot sur son téléphone, et que je trouve un film un personnage extrêmement maltraité, quoi, par le film en lui-même. C'est pareil pour l'amant du personnage de Renate Reinsve aussi. Ah oui. Aussi. Qui est joué par cet acteur, je sais pas si tu connais son nom. Anders Danielsen, là. Ouais. Exactement, qui est dans tous les films. Ouais, qui fait partie de la troupe de Trier, ouais. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais un petit peu avant, je trouve que... Moi, c'est une question que je me suis vraiment posée, de savoir quel recul il avait sur tout ça. Et je me la suis posée notamment par le fait que... globalement, ça a l'air d'être admis par tout le monde que du coup le personnage de Skarsgård est un grand réalisateur. Lui il s'en targue, mais ça a pas l'air non plus d'être quelque chose qui s'attribue à lui-même, quoi. Tout le monde est là en mode génial ce que vous faites. C'est ça. En France. C'est ça. C'est à Deauville, hein, c'est pas non plus. Et non, et même il y a ce truc de un peu son scénario. Quand les gens le lisent, lui disent ouais, c'est génial et tout. Et en fait, moi je trouve que quand on regarde sa manière de concevoir les choses et de faire un peu quand ça avance, quand il commence à préparer son film, etc., franchement ça a l'air naze, quoi. Enfin, je sais pas, non mais je trouve que ça, tu vois, c'est la fin de notre envie en tout cas. Je trouve que ça a pas l'air très intéressant et du coup je me demande si ouais, voilà, exactement. Quand elle lit la fameuse scène sur cette merveilleusement écrite, c'est en mode ok. Et du coup, je me demande si justement il a fait exprès de mettre plein d'emphase autour de ce personnage pour qu'en fait on se dise, ouais, en fait, c'est un peu un. Enfin, il a tout réussi et tout, mais en vrai, c'est quand même un peu un loser, quoi. Il a un côté vieux con. Il a pas réussi les choses essentielles, à savoir, je sais pas, avoir un lien de qualité avec sa fille, ses filles même. Et en même temps, j'ai du mal à. Tu vois, à voir où il se place, lui, en tant que réalisateur, par rapport à ses personnages, dans cette histoire qui, comme vous l'avez déjà dit, est très méta, puisque, on est quand même dans le milieu du cinéma, de la création d'un film, etc. Du coup, ça m'a un peu perturbée. J'ai pas la réponse à cette question, de savoir si tout est vraiment très premier degré autour de ces personnages, ou s'il y a quand même un certain recul critique justement sur cet aspect un peu petit bourgeois, gens qui pensent qu'ils sont en train de faire des trucs super importants alors que en fait pas tant que ça, quoi. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais c'est vrai en tout cas qu'il y a un côté un peu
comment dire, un peu maison du monde dans Ouais. cet intérieur, voilà, très Mm. je sais pas, très spacieux, très lumineux, les vêtements des personnages, il y a même un petit moment rénovation à la fin, on retape les murs et ça devient un truc tout design, etc. Et pour la question du recul, oui, c'est vrai que c'est un peu, enfin, c'est toujours difficile à jauger, mais moi je suis un peu, comment dire, je le suspecte un petit peu quand même de pas trop en avoir, notamment Ouais. je parlais tout à l'heure de cette scène où on navigue un peu dans les époques, et il y a quand même un truc un peu bizarre dans le film autour de l'impact de l'occupation nazie sur cette famille, quoi, parce qu'on comprend que donc la grand-mère, la mère du père qu'on voit dans le film, a été résistante et torturée, que c'est peut-être une des raisons qui ont fait qu'elle s'est suicidée des années plus tard, etc. Et à nouveau, on bute un peu contre la structure du film, mais en fait, ça, on le voit un peu balayé dans une séquence, et ensuite ça revient un peu plus tard. Mais finalement, on n'en reparle plus, quoi, comme s'il y avait une espèce un peu de nivellement, de dire que ces petits problèmes de je m'entends pas avec papa, est-ce que je vais jouer dans son nouveau film, etc., finalement avait un peu la même importance dans l'histoire de cette famille que cet événement autrement plus terrible, et qui va rester comme ça, cloisonné dans son petit segment du film, finalement. Voilà, il y a cette sensation un petit peu désagréable que finalement tout est bien à sa place, quoi, à l'échelle du film, et voilà, c'est un peu la direction que va prendre le scénario. Et j'ai un peu pensé, comme point de comparaison, au film de Chabrol, quoi, qu'on a revu, qui sont ressortis il n'y a pas très longtemps, qui prennent souvent comme personnages plutôt des bourgeois, avec parfois des films qui se passent en grande partie dans leur demeure, etc. Et il y a plein de différences, notamment la rigueur formelle de Chabrol, que n'a pas du tout très évidemment, mais je pense une des grandes différences, c'est aussi l'idée que Chabrol va toujours aller chercher un peu la part de trouble, la part d'insondable, l'abîme qui se cache en fait derrière ce mode de vie très un peu autosuffisant, qui a envie de perpétuer son statut, etc. Alors que Trier va au contraire un peu remplir les cases vides et essayer de réparer jusqu'à ce que voilà, tout soit bien à sa place, et quand on sort du film, voilà. Et qu'on se dise de tous les personnages, au final ils sont sympas quand même. Ouais, exactement. Il n'y a pas du tout cette ambiguïté morale. En plus, il y a cette image, voilà, de la maison qui ouvre le film, on nous dit voilà, il y a une fissure, etc. On a l'impression qu'à l'échelle du film, et ben, en fait, on va retaper la maison, on va rénover ce bel espace qui devient voilà, tout design à la fin, et voilà, on va remettre les choses comme elles devraient être, ce qui est un peu une des définitions un peu de l'éthos bourgeois, quoi. C'est-à-dire on va maintenir voilà, cette unité-là en place. C'était la blague irréversible à la chanteuse. C'est vrai que très bonne vanne. Ouais, c'est marrant, mais je trouve qu'aussi, ce que je disais au début par rapport au truc de film de festival, j'ai un peu l'impression que c'est une blague pensée pour le public cannois aussi, c'est-à-dire déjà... Il y a irréversible au son de piano, et presque un côté aussi pour le public letterbox, c'est-à-dire tu vois déjà un peu la frame qui va apparaître sur Twitter, Tuesday Favorite, et tu vois les deux images de lui qui offre ça, c'est... Ouais, ou la review en mode Me as a Granddad. Ouais, voilà, c'est ça, et je trouve qu'on pourrait presque penser qu'il en a conscience, en fait, vu que Julie en 12 chapitres est déjà un peu ce film letterbox, que ce soit une qualité ou un défaut d'ailleurs, mais qu'il en a un peu conscience et qu'il en joue, qu'il joue de ça en fait. Mais c'est pour ça, tu vois, que je trouve c'est quand même assez flou la question du recul qu'il a sur. Enfin, moi j'étais prête à lui laisser le bénéfice du doute jusqu'à. Enfin, désolé d'y revenir, mais cette fameuse scène bergmanienne. Donc, pour décrire un peu, tu parles de la scène où les visages. Oui, c'est sur les visages et où il y a la lumière qui tourne et en fait ça change de visage et ils sont en regard cam et tout. Des effets de fondu où les visages des personnages se mélangent. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, mais comment tu peux faire ça premier degré, quoi, enfin. Mais en même temps, je pense qu'il est très premier degré et du coup, ça rend la séquence horrible, je trouve. Pire scène du film de loin, ouais. Scène un peu à la Henri-Georges Clouzot, avec les lumières un peu tournoyantes. Mais d'ailleurs, cette scène-là, je trouve, est assez emblématique à l'horrible. J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Magnus Van Horn. Je trouve que ça se relie aussi à la façon qu'a le film d'essayer de suggérer que ce qui se joue serait une espèce de tragédie
avec souvent les scènes se terminent par un plan d'un des personnages seul, en Oui, c'est pleine vrai. réflexion. Il y en a beaucoup sur Stellan Skarsgård, un peu prostré ou alors sur la plage comme ça. Des plans je crois, extrêmement coquets, et pas du tout mérités vraiment par l'intrigue, mais comme si là se jouait une espèce de crise un peu romantique, très puissante, quoi. Ouais, c'est en ça que je disais que c'est très académique. T'as l'impression que vraiment le film il a été pensé un peu séquence par séquence avec ce truc de petite micro-ellipse avec l'écran noir, quoi. Et qu'à chaque fois il a écrit sa séquence, limite il aurait pu l'écrire sur une feuille indépendante avec ouverture tel personnage, clôture de séquence tel personnage, les dialogues très écrits entre temps. Et où du coup tout est hyper mécanique, quoi. C'est. Enfin, en fait, c'est pour des raisons différentes, mais on en revient un peu aussi, je trouve, à la problématique d'Alpha qui fait qu'il y a très peu d'investissement émotionnel de la part du spectateur. Parce que là, pour le coup, on est sur un truc qui est très froid, très clinique, alors que pourtant, ça veut nous montrer beaucoup d'émotions qui débordent. Et mécanique aussi, parce qu'en plus, le début, la première fois que le personnage de Nora, du coup, de Renate Reinsve apparaît, elle va sur scène, mais en fait, elle a le trac, donc il y a la traditionnelle scène où elle se cache et tout. Tout est vraiment attendu. Il n'y a pas vraiment de jeu avec ça non plus, je trouve. Même avec le théâtre ou quoi, avec l'opposition entre le théâtre et le cinéma. En fait, t'as l'impression qu'il immisce quelque chose, une possible réflexion là-dessus, quelle qu'elle soit, mais qui va jamais réellement au bout de ça, en fait. Que c'est juste esquissé. Il y a un côté un peu... Moi, je me suis demandé, ça m'a fait penser un peu dans le film, le fait que toutes les scènes soient baignées un peu comme ça, d'une lumière très claire, très blanche. En fait, j'ai l'impression d'être tout le temps dans le bureau d'un psy, quoi. Dans le cabinet d'un psy, où finalement, voilà, à la fin de la séance, à la fin de la scène, on aura résolu une petite partie du trauma. Et voilà, quand le film est terminé, on a éclairci toutes les dernières zones d'ombre. Et je trouve que ça s'articule aussi dans le film avec l'idée qui est aussi une idée très, très rebattue et que le film utilise vraiment avec un terrible premier degré, qui serait l'idée de l'art comme moyen un peu de réparation, mais encore une fois avec une espèce de twist un petit peu bourgeois, ou en tout cas un petit peu club de l'élite, puisque ce qui est un peu terrible dans la façon dont le film met en scène, on va dire, ces personnages de cinéastes au sens large, c'est que ce sont eux qui créent des fictions pour exorciser leurs propres troubles, quoi. C'est pas en allant au cinéma que quelque chose va influer. Et en fait, on a l'impression qu'ils font le film pour eux-mêmes, quoi. Et c'est ça qui est un peu terrible, c'est que, alors, j'ai aucune idée de s'il y a des choses autobiographiques ou qui rejouent des questions que Trier se pose lui-même en tant que cinéaste. On peut être tenté de le projeter dans ses différents avatars dans le film, mais c'est vrai qu'il y a très peu de considération pour le spectateur dans tout ça. Je trouve ça un peu terrible, en fait, de dire que finalement c'est pas ce cinéaste, et a fortiori il a raison puisque finalement ça fonctionne, mais se dit pas comment est-ce que mon ressenti, mon expérience va nourrir le cinéma, mais plutôt comment est-ce que le cinéma va me servir à moi personnellement, quoi. Et du coup, je trouve que le fait que ce soit un cinéaste qui fait un film sur un cinéaste renforce ce côté... on est dans un petit club un peu des gens du monde de l'art, quoi, et on fait les films comme des petits objets qui nous sont destinés à nous, quoi. Ça, c'est assez terrible. Mais c'est marrant que t'aies fait la comparaison avec une séance de psy, parce que c'est un milieu que je connais quand même un petit peu, et justement je trouve que c'est assez juste qu'il y a un côté très un peu psychanalyse de comptoir dans le film, genre le rapport avec le père, les traumas transgénérationnels, etc., mais qui serait fait du point de vue d'un psy qui n'écoute pas ses patients et qui a très envie de théoriser des super choses autour d'eux, quoi, de se dire en fait comme si avant d'entrer dans le cabinet il disait ce sera de la faute du père, tu vois. et effectivement je trouve qu'on retrouve beaucoup ça dans le film. Mais surtout, en plus, il n'y a même pas de contre-champ à ça. C'est-à-dire que ça pourrait être une idée dans le sens où c'est le père qui a ce regard-là sur ses filles. Il les voit que pour faire des films. Mais en final, t'as l'impression que presque même pour elles aussi, c'est un peu leur façon de communiquer avec leur père et tout, mais pas... mais c'est pas un contre-champ, en fait. C'est juste un prolongement de ça. Du coup, c'est comme tu disais, c'est un cabinet de psy, quoi, le film. Pour le coup, si je peux quand même, pour pas juste taper dessus, parce que en vrai, j'ai pas détesté le film non plus, j'avoue. Moi, un truc qui m'a un peu plu,
mais qui du coup paraît un peu sous-exploité par rapport au reste, c'est la relation avec la sœur. Et je trouve que le personnage de la sœur est quand même assez intéressant. J'aurais presque aimé qu'on la voit plus et qu'on explore un peu plus justement comment elle vit ça, ce côté un peu la mise de côté, qui a cette rivalité avec sa sœur qui au final se met un peu tout le temps au centre des problèmes, alors qu'elle réussit quand même très bien, que c'est une grande actrice de théâtre, etc. Donc ça c'est le point un peu plus positif dans les relations que j'ai trouvées et qui était peut-être celui qui faisait le moins forcé justement. Même si évidemment elles ont leur scène toutes les deux où elles s'allongent sur le lit et où elles se regardent et elles se disent des choses très profondes quoi. Mais je trouve que c'était un peu dans le trio en tout cas familial la dynamique qui fonctionne le mieux. Après bon ça en fait, le film aurait gagné à être plus resserré aussi, finalement. Peut-être à trop voir s'éparpiller à parler de cette maison, ça parle aussi forcément de Nora aussi en tant qu'actrice elle-même, parce qu'elle a un petit peu, du coup, elle a la relation avec son amant, là, qui Régis, je sais plus ce qu'il fait exactement, mais il est dans cette troupe de théâtre aussi. Non, il est acteur, ouais, je crois qu'il est comédien. Avec il est comédien, ouais, j'ai plus le souvenir. Mais il y a beaucoup aussi de fil narratif quand même dans le film, qui fait quand même un peu plus de 2 heures, non ? Ouais, ça. Donc, alors que je pense que justement le film aurait gagné à être beaucoup plus resserré, comme un Bergman finalement, comme un Sonate d'automne ou quoi, c'est-à-dire juste ces relations familiales là et tout, et justement peut-être plus les développer là-dessus, alors que là, vu que le film se perd un petit peu dans divers horizons, forcément tout perd en substance. Bah ouais, typiquement, je trouve que dans cette relation avec la sœur, il y a aussi pareil un truc un peu, comment dire, pas hypocrite, mais un truc un peu bizarre qui se joue, puisque donc on comprend que Nora a fait une tentative de suicide, enfin ça nous avait dit à un moment dans le film, et donc la sœur vient la voir en disant je suis très inquiète pour toi, etc. Et on a l'impression que finalement leurs deux souffrances se valent pas vraiment aux yeux du film. Enfin, il y a un truc un peu étrange à voir. En plus, c'est l'actrice la moins connue des deux qui s'adresse à celle qui est devenue vraiment une star, qui lui dit mais je sais que ta vie est difficile, mais je vais tout faire pour t'aider. Je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre, et on nous parle dans le chat YouTube de The Fabelmans. Effectivement, on peut y penser dans l'idée un peu, je sais pas, enfance et le cinéma mis à l'écran, quoi. Mais pour le coup, je trouve que, voilà, dans The Fabelmans, ce qui est, à mon avis, très beau, c'est que le cinéma est un peu une nécessité, une source vers laquelle on va s'abreuver, etc. Alors que là, il y a vraiment, je sais pas, un côté très, un peu entre soi, quoi, pour le dire comme ça, où finalement, le cinéma est un langage codé qui marche entre nous et pas du tout destiné au grand public, quoi. Ce qui est beau aussi dans Fabelman, c'est qu'on sait que finalement, cette blessure intime va devenir Steven Spielberg, quoi, aussi. Parce qu'en fait, on a l'impression que le cinéma, c'est juste un truc de l'élite parmi tant d'autres, parmi le théâtre et tout. En fait, c'est pas spécialement le cinéma, comme du coup dans The Fabelman, où Samy a la nécessité de filmer, comme cette scène, du coup, ses parents divorcent et que lui se voit en train de filmer. Il n'y a pas du tout ce même rapport dans valeur sentimentale, en fait. Il n'y a pas de valeur sentimentale au cinéma, justement, en fait, je trouve, dans le film. Oui, c'est plus une codification du milieu bourgeois, de cette bourgeoisie culturelle, et de cette transmission où papa était cinéaste, et moi, j'ai un peu envie de faire comme papa, mais un peu différent, alors du coup, je fais du théâtre plus, mais... Elle est rebelle, mais elle fume pas de clope dans les toilettes. C'est très bizarre, ça. On nous dit, les films sur le cinéma parlent souvent de l'art, tournage, etc., mais jamais des réflexions esthétiques ou du geste artistique. Dans le film, il y a beaucoup le côté voir le film comme une performance pour le spectateur. C'est vrai qu'on peut pas vraiment dire que ce soit un portrait de cinéaste... Enfin, en tout cas, qu'il utilise le portrait de cinéaste pour se poser des questions vraiment de mise en scène, quoi. Mais... Parce qu'en fait, oui, la question de est-ce qu'il est acclamé ou pas, comme tu disais, en fait, elle est jamais remise en doute, donc... Oui, c'est ça. T'as jamais de réflexion là-dessus. Parce que, c'est un grand cinéaste, c'est comme ça, et puis on voit un petit bout de ce qu'il fait, et il n'y a pas trop de réflexion sur pourquoi il le fait comme ça. C'est plus pour faire passer l'idée que c'est un truc qui se transmet, comme avec la scène de son petit-fils. Il apprend un cut avec le flou mouvement. C'est vrai, scène un peu rigolote. Mais ouais, mais là, il y a un petit côté ludique un peu marrant dans le film. Et c'est quasiment la seule scène où t'as ça en plus. Parce que le reste du temps, oui, c'est que c'est un grand cinéaste qui fait des grands plans et tout. Il n'y a pas le petit côté en plus un peu jeu qu'il peut y avoir avec le cinéma. Il y a ça que dans cette scène-là, quoi. Et qui pourtant pourrait se retrouver dans le truc familial parce que... c'est la mise en scène de soi et tout. Et au final, si peut-être le personnage qui retranscrit un peu ça, c'est celui de Elle Fanning. Qui essaye de rentrer dans la peau de la mère du réalisateur alors qu'elle pourrait être sa fille, et il y a ce côté un peu le moment où elle essaye de prendre un accent
qui est un peu rigolo aussi, et de voir comment tu peux un peu te tordre pour répondre aux attentes du metteur en scène. Mais je trouve qu'il est assez malmené quand même, son personnage dans le film. C'est une des plus de celles qui a le plus mon empathie, je pense. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a aussi un truc un peu, je sais pas, bassement thérapeutique là-dessus, puisque elle donc joue un personnage, on devine que le réal s'est inspiré de sa propre mère, donc elle lui dit plusieurs fois, mais est-ce que tu peux me parler de ta mère pour que je comprenne? Et il dit une première fois, mais ça parle pas de ma mère, donc te préoccupe pas de ça. Il lui redit une seconde fois, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas tant que il y a possibilité que ce qu'il a vécu ait nourri un scénario qui, au final, n'ait aucun rapport avec sa propre vie, c'est qu'en fait, il parle pas de sa mère, mais il parle de sa fille. Et du coup, il y a ce truc où, si en fait, il parle quand même d'un truc, il fait bien ce film, effectivement, pour exorciser un trauma familial, c'est pas celui qu'on pensait, quoi. Il y a tout l'arc avec Netflix aussi par rapport aux commentaires sur les plateformes, mais ça c'est plus sur la fabrication et la consommation. C'est vrai qu'on aperçoit des logos Netflix, je sais pas comment ils l'ont pris. Ouais, c'est vrai. Oui, tu dis le côté. Attends, j'ai perdu le commentaire. Oui, le scénario, c'est genre l'alpha et l'oméga du cinéma. D'ailleurs, Trier on en a parlé, le fait qu'il dit. Son personnage dit qu'il préfère lire les pièces que les voir jouer. Mais c'est là aussi où je trouve que ça rejoint le côté hyper clinique et méthodique. C'est ce que je disais, on a l'impression qu'il a écrit ces séquences en lisant le manuel du scénariste qu'on peut trouver quand on commence à faire du cinéma, et qu'il a tout appliqué à la lettre, mais qu'il n'y a pas cette... Et pareil, quand les personnages lisent son scénario et disent « ouais, ça a l'air super et tout », mais qu'en fait, on n'a jamais vraiment cette transposition à l'écran qui va faire que aussi ce qui devient intéressant dans le cinéma, c'est comment tu vas faire passer tout ça à l'image, quoi. Il y a beaucoup on parlait un peu de cocotte minute tout à l'heure à l'échelle des séquences. Et souvent sa principale modalité de mise en scène, c'est quand même plutôt au début c'est des plans fixes et puis ça gigote de plus en plus, et à la fin ça gigote beaucoup quand les personnages explosent, quoi. Ce qui est pas non plus on sent effectivement que son attention est pas à cet endroit-là, quoi. C'est pas du tout un objet formel, à part éventuellement les trucs autour de l'espace de la maison, mais ça reste extrêmement secondaire, je trouve, dans le film. Je me suis dit un peu qu'il y avait un côté un peu Here de Zemeckis au début, quand on a ce plan ces plans dans la maison où on traverse toutes les époques, etc. Mais c'est vrai. C'est Here sans la fenêtre ouverte au fond du cadre. Mais qui est peut-être au final une des séquences les plus intéressantes du film, effectivement. Voilà pour Valeur sentimentale, qui à nos yeux n'aura pas beaucoup de valeur sentimentale. Non. Mais je pense que ça va être un film très oubliable. Enfin, moi déjà je l'ai vu à Cannes à Paris. Ouais. Et du coup, il a quand même fallu attendre que vous en parliez un petit peu pour que je me remémore pas mal de trucs. Je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurais zappé le film, quoi.